Ce programme vous est offert par Illico Cash. Au sommaire de ce journal, clôture ce jeudi de la session extraordinaire à l'Assemblée nationale. Après avoir reformulé des recommandations et entendu les ministres de la Défense et de l'Intérieur, les élus nationaux vont proposer des voies des sorties des crises. Et puis dans le monde, Donald Trump veut désormais engager des négociations sur l'Ukraine. Le Kremlin de son côté a indiqué ce jeudi 13 février vouloir discuter aussi des préoccupations de Moscou sur la sécurité en Europe. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre. À la une, elle était ouverte il y a quelques jours dans le but d'examiner la situation sécuritaire dans l'Est du pays. La session extraordinaire se clôture ce jeudi à l'Assemblée nationale. Les élus avaient formulé des recommandations à l'endroit du chef de l'État en vue d'endiguer la crise à l'Est du pays. Le ministre de la Défense et celui de l'Intérieur ont été entendus durant cette session par la Commission Défense et Sécurité de la Chambre basse du Parlement. Et puis en justice, le pasteur et membre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Gully Bokola, a été arrêté hier, mercredi, par les services de sécurité sous l'instruction du ministre de la Justice, Constant Mutamba. Cette interpellation faite suite à ses propos contre le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, lors d'une émission télévisée. Il aurait proféré des menaces de mort à l'encontre de cette autorité de la Chambre basse du Parlement congolais. Toujours dans l'actualité, le gouvernement de la République démocratique du Congo a condamné dans un communiqué mercredi la violation flagrante par le Rwanda et ses supplétifs du M23 du cessez-le-feu décidé par les sommets conjoints de chefs d'État et des gouvernements de communautés du développement de l'Afrique australe et de l'Afrique de l'Est tenus le 8 février dernier à Dar es Salaam en Tanzanie, consacré à la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Parmi les dernières décisions prises à l'issue du sommet conjoint EAC-SADC, l'on note un cessez-le-feu immédiat sur les terrains. Fort malheureusement, il s'observe durant la semaine en cours la reprise des combats entre les forces armées de la République démocratique du Congo et le rebelle du M23 soutenu par l'armée rwandaise. De son côté, le gouvernement congolais condamne à travers un communiqué cette violation d'accord qui, selon lui, sans respect, aurait ouvert un couloir de paix dans cette crise sécuritaire. En effet, dans la matinée du 9 février 2025, soit moins de 24 heures après des assises sous-évoquées, les forces armées rwandaises et leurs supplétifs du M23 ont bombardé les positions des forces armées de la RDC dans la localité Ndoluma, chefferie de Bomaté, territoire des Lubero, dans la province du Nord Kivu. Ces attaques ont fait un bilan de 14 morts, dont des civils et plusieurs blessés. Dans le même territoire, des positions tenues par les forces armées de la République démocratique du Congo ont encore une fois été attaquées le 11 février 2025 dans les localités des Kanyambi, d'Endolama et des Tchulo, indique le communiqué du ministère de la Communication et Médias. Dans la foulée, le gouvernement congolais, dans ces mêmes communiqués, note quelques recommandations afin, selon lui, de décourager cette attitude qu'il qualifie de récidiviste, telle que la condamnation ferme et unanime de cette violation par la SADC et l'EAC, assortie des sanctions, la convocation d'une réunion d'urgence des instances de la SADC et de l'EAC pour évaluer la situation et tirer les conséquences de ces nouveaux actes d'agression. Après les processus fusionnés de Luanda-Nairobi, la République démocratique du Congo compte désormais aux consultations que mènent les responsables de l'Église catholique et protestante du pays qui vont aboutir à un dialogue interne. Et puis le procès opposant la République démocratique du Congo au Rwanda devant la Cour africaine de droits de l'homme et des peuples s'est ouvert hier mercredi 12 février à Arusha en Tanzanie, consacré à l'examen de la compétence de la Cour pour statuer sur la requête. Lors de sa plaidoirie, l'État défendeur, à savoir le Rwanda, a soutenu que la Cour devait se déclarer incompétente, arguant que les questions soulevées ne constituaient pas un différend entre les
parties au moment de l'introduction de la requête. Cependant, les avocats de la République démocratique du Congo ont réfuté cet argument, appuyant leur position sur les textes juridiques. Samuel Mbemba Kabouya, chef de la délégation congolaise, a déclaré que les exactions commises par le Rwanda étaient suffisamment évidentes pour que la Cour non seulement se déclare compétente et accepte la requête de la RDC, mais qu'elle condamne également le Rwanda au terme du procès. Ces audiences se poursuivent aujourd'hui avec l'examen de la recevabilité de la requête déposée par la République démocratique du Congo. Sur l'échiquier international, les réactions condamnant l'agression rwandaise à la République démocratique du Congo se multiplient. La dernière en date est celle de l'ancien président français François Hollande. L'ex-dirigeant appelle à faire pression sur le Rwanda afin qu'il cesse de soutenir le M23 qui endeuille les Congolais. Je porte un regard à la fois attristé et d'une certaine façon révolté, car c'est un conflit qui est tout à fait grave dans ses conséquences, avec des vies humaines, des civils, aussi des forces congolaises qui sont attaquées. Et c'est aussi sans réaction de la part de la communauté internationale au niveau qui serait nécessaire. Car nous voyons bien qu'aujourd'hui, même si le secrétaire général des Nations Unies a pris position, même si il y a eu des déclarations de tel ou tel gouvernement, ce n'est pas à la hauteur de l'agression dont la République démocratique du Congo est la victime, de la part du Rwanda, pour parler tout à fait clairement, car derrière le M23, c'est le Rwanda qui est en cause. Faire pression sur le Rwanda, beaucoup plus fortement. Le Rwanda bénéficie d'une certaine faveur. Il y a le passé qui compte. Nous savons très bien ce qui s'est produit avec le génocide et nous savons très bien combien la personnalité aussi de Kagame peut avoir comme importance dans l'ensemble des pays africains. Mais il n'empêche, là il y a une agression qui est démontrée, qui est avouée de la part du Rwanda sur le soutien qu'il apporte à ce mouvement rebelle qui n'est en fait, même si je ne nie pas son existence, mais qui n'est en fait que la face immergée de ce qu'est l'influence du Rwanda. Et donc de voir un pays comme la République démocratique du Congo depuis des années, mais cette fois-ci avec une intensité plus grande, être finalement envahi, ses ressources naturelles confisquées, des villes qui sont occupées, c'est un manquement très grave au droit international. Et c'est d'ailleurs assez conforme à ce qui se produit dans le monde aujourd'hui. On voit ce qui se passe en Ukraine, on voit un certain nombre de pays qui ne respectent plus les règles de la communauté internationale. Et bien, nous en sommes là aussi en République démocratique du Congo, avec une forme d'invasion de son territoire. Le gouvernement s'est exprimé, mais je pense pas à un niveau suffisant. Le président de la République doit, sur ce sujet, dans un contexte que nous connaissons, celui du manquement aux règles de droit international, avec déjà ce qui se passe au Soudan qui est suffisamment préoccupant, avec des conséquences que ça peut avoir, y compris en termes humanitaires et en termes aussi de migration. Et là, sur la République démocratique du Congo, grand pays francophone, avec lequel nous sommes liés, nous devons absolument défendre, non pas un régime, non pas un président en l'occurrence, mais nous devons défendre des principes. Célébration ce jeudi de la Journée internationale de la radio, placée sous les thèmes radio et changement climatique. À Kinshasa, aucune manifestation officielle n'a prévu dans la capitale. Les professionnels de la radio ont plutôt donné de la voix sur la contribution de ces médias face à la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est du pays. Radio 50 revient en force désormais. Je vais pouvoir désormais faire ces décryptages assez régulièrement. Je vous donne rendez-vous tous les matins. La journée mondiale de la radio est célébrée en République démocratique du Congo dans un contexte de crise suite à la guerre lui imposée par le Rwanda à travers le M23. Nord Kivu, habari Sud Kivu. Wasikilizaji ni wengi sana kusikiza Metabenk 96.2 Radio 50. Dans son rôle essentiel, celui de former, informer et divertir, mais aussi de sensibiliser le public, la radio, en tant que média de proximité, accessible et populaire, constitue un levier de communication puissant, ce qui s'avère crucial en cette période. C'est un média le plus proche de
de fidèles auditeurs. Et vous savez, pendant ce temps, nous devons faire de cette radio une arme contre les agresseurs. Le journaliste radio a un rôle important à jouer dans les situations d'urgence en République démocratique du Congo. Les statistiques démontrent que la radio reste le moyen de communication le plus efficace en Afrique et plus particulièrement dans notre pays, la RDC. Alors en cette période de crise, le principal acteur dans une radio demeure les journalistes qui comptent parmi ses auditeurs les belligérants, tout comme les populations civiles, victimes. Alors il est important que les journalistes restent professionnels et ne cèdent à aucune manipulation, qu'elles viennent des autorités établies, tout comme des rebelles, sinon ils se trouveraient en train de préjudicer ses propres auditeurs. Je n'ai cesse de le dire, la propagande, tout comme l'apologie du terrorisme, sont deux crimes impardonnables pour un journaliste. Alors ces deux pratiques nous produisent en fait des plumes que je peux qualifier de préjudiciables pour les auditeurs. Et ce que les belligérants ignorent est que la désinformation alimente la crise et retarde son règlement. La rigueur et la vérification des faits sont plus que jamais indispensables pour nous en cette période. Il faut redoubler des efforts et nous conformer aux exigences de notre métier nous épargnera une régulation à coups de menaces ou la censure. Les professionnels des médias sont donc appelés à travailler avec professionnalisme afin d'apporter leur contribution pour la fin de cette crise. Et puis après s'être entretenu par téléphone hier mercredi, Vladimir Poutine invite Donald Trump en Russie. Une conversation plongée et très productive avec le président russe, lors de laquelle tous deux ont convenu que les temps étaient venus pour tous les deux pays de travailler ensemble et commencer à négocier immédiatement sur l'Ukraine. Vladimir Poutine a invité Donald Trump à se rendre à Moscou mercredi lors d'une longue conversation téléphonique au cours duquel la guerre en Ukraine a été évoquée, a déclaré le porte-parole du Kremlin Dmitry Peskov. Selon lui, les deux chefs d'État ont convenu que les temps étaient venus pour tous les pays de travailler ensemble afin de parvenir à la paix avec l'Ukraine. Vladimir Poutine s'est dit ouvert à une solution à long terme via des pourparlers de paix durant l'entrevue. La conversation a aussi porté sur la situation au Proche-Orient, sur les dossiers du nucléaire iranien et sur les relations russo-américaines dans les domaines économiques. Donald Trump a par ailleurs jugé qu'une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, voulue par Kiev mais absolument rejetée par Moscou, ne serait pas réaliste. Il a également dit qu'il faudrait des élections à un moment ou un autre en Ukraine. Sans la loi martiale, en place depuis février 2022 et qui empêche la tenue de ces scrutins, l'élection présidentielle dans les pays aurait dû avoir lieu en mars 2024. La Russie et les États-Unis vont commencer immédiatement à négocier en vue de mettre fin au conflit, a affirmé le président américain sur son réseau Trump Social, en vantant une conversation très productive avec son homologue russe. La loi martiale instaurée suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie a entraîné les reports des élections prévues initialement en mars 2024. Volodymyr Zelensky est à la tête de l'Ukraine depuis mai 2019. Cela, notamment en visitant nos nations respectives, a indiqué le président américain ouvrant la porte à une visite de sa part en Russie. Barack Obama est le dernier président américain à s'être rendu en Russie en 2013 dans le cadre d'un sommet du G20. On va prendre à présent les rappels de principaux titres. Clôture ce jeudi de la session extraordinaire à l'Assemblée nationale axée sur la crise sécuritaire dans l'Est du pays. Après avoir reformulé des recommandations et entendu les ministres de la Défense et de l'Intérieur, les élus nationaux vont proposer des voies des sorties des crises. Donald Trump veut désormais engager des négociations sur l'Ukraine. Le Kremlin, de son côté, a indiqué ce jeudi 13 février vouloir discuter aussi des préoccupations de Moscou sur la sécurité en Europe. Ne nous quittez pas, la revue de presse est dans un instant, restez avec nous. Et c'est avec Moïse Chamala, avec qui nous allons feuilleter le journal paru aujourd'hui. Bonjour et bienvenue Moïse.
Bonjour Nathan Diamouete, merci et bonjour à tous ceux qui nous suivent de partout dans les mondes. Alors, dans la presse aujourd'hui, les évêques de la Senko et les CC à Goma sur la même table que les rebelles. Pour quel but? Effectivement, Nathan Diamouete, d'après les dires des prêtres, des princes de l'Église, bien sûr, ils sont là pour la paix à travers ce qu'ils ont créé, les pactes sociaux pour la paix. Eh ben, d'abord, les journaux, les quotidiens, les journaux revient avec ces dires. Une délégation de la Senko et de l'ECC est arrivée hier, mercredi, à Goma, au Nord Kivu. Eh ben, Nathan, cette visite, affirme les journaux, s'inscrit dans une démarche des consultations avec différents acteurs politiques et sociaux afin de promouvoir la cohésion nationale face à l'escalade de la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC. Eh ben, au sortir de cette audience qui a duré près de 3 heures, Monsieur Donatien Cholet, secrétaire général de la Senko, relayé par les journaux Forum des As, a rapporté à la presse que cette rencontre visait à écouter les politiciens, plutôt les positions de l'AFC du M23 sur des préoccupations majeures, notamment la crainte d'une balkanisation de la RDC et l'exploitation illicite des ressources naturelles. La Senko est l'ECC chez les M23 ou dangereuse légitimation du crime. La question est à la une du journal Info 27. Eh bien, Nathan Diamouete, la visite de la Senko et de l'ECC auprès du FC M23 à Goma suscite une vague d'interrogations. Pourquoi ces leaders religieux ont-ils choisi d'entrer en dialogue avec un groupe armé reconnu comme instrument de l'agression rwandaise contre la RDC? S'agit-il d'une initiative sincère pour la paix ou d'une dangereuse légitimation d'un mouvement criminel? Pour les tabloïds, cette démarche, loin d'être anodine, risque de renforcer l'argument fallacieux du Rwanda selon lequel la guerre dans l'Est de la RDC serait un conflit interne entre Congolais. Eh bien, les journaux, les potentiels revient avec ces titres poignants à sa une. Guerre dans l'Est de la RDC, les princes de l'Église crachent sur la mémoire des morts des Goma. Eh bien, Nathan, les princes de l'Église sont allés soumettre leurs occupations sur les projets, soumettre aux occupants leurs projets une espèce des plans des sorties des crises concoctées conjoints par les évêques catholiques membres de la Senko et ceux de l'ECC. Reste une initiative louable visant à en croire les religieux, ramener la paix dans l'Est du pays. Mais seulement cette initiative n'obtient l'agrément de toute la communauté nationale pour la simple et bonne raison que les plans des sorties des crises des évêques semblent ignorer la dimension des tueries effroyables et autres violations massives des droits humains, sans oublier les pillages systématiques des ressources naturelles du pays dont les Rwandais s'est rendu coupables dans cette occupation. Eh bien, pour les nouvelles observateurs, ceux qui veulent entraîner les chefs de l'État congolais dans la logique de l'affrontement l'induisent en erreur sans les savoir. L'union fait la force, dit un adage. Si les politiciens congolais se complaisent dans leurs divergences, ils reprendront conscience lorsqu'il sera tard. Eh bien, selon RFI, la rencontre des Goma entre la délégation de l'Église catholique et protestants et Korninanga est intervenue alors que les combats se sont poursuivis toute la journée pour les contrôles des Kaléyé, centre et d'Idjoui au sud Kivu après leur reprise il y a 2 jours. Et votre tout dernier sujet, Moïse, dans le volet justice, ouverture hier mercredi à Arusha du procès RDC-Rwanda. Effectivement, Nathan Diamouete, lors de cette première audience, rapporte Radio Okapi.net, l'avocat conseil du Rwanda a plaidé sur les exceptions d'incompétence de cette cour. Sur ce, il a condamné que la requête de la RDC soit rejetée parce qu'elle ne révèle pas la compétence. Et les avocats conseil de la RDC ont tous rétroqué en prouvant la compétence territoriale élargie de la Cour africaine des droits de l'homme et de peuple. Eh bien, Nathan Diamouete, pour renchérir dans ces mêmes cadres judiciaires,
RFI relaye, c'est mercredi, a relayé hier mercredi l'interview de l'ancien président français François Hollande qui a déclaré que les sanctions contre les Rwandais doivent être prises dans les cadres européens pour qu'elles soient plus efficaces, quoi renchérir l'argument des avocats conseils de la RDC au cours de ces procès. Merci beaucoup Moïse Tchamala pour ce tour d'horizon. C'est moi qui vous remercie Nathan Diamoité. Fin complète de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télé 50 et prenez soin de vos proches, madame, messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cb. Ce programme vous a été offert par Inico Cash.